tous et à toutes d'être présents ce midi. En fait, c'est pour une conférence qui s'intitule Est-ce que vous connaissez votre centre de prévention du suicide? Conférence là, qui est donnée dans le cadre de la Journée mondiale de prévention du suicide. Je me présente, mon nom c'est Anne-Sophie, je suis infirmière en pratique avancée pour le volet santé mentale. Je vais animer cette conférence avec ma collègue Marc-Claude Belzile qui est APPR à la D4SM. On a la chance aujourd'hui d'accueillir Monsieur Éric Arsenault. Oui, oui. Monsieur Éric Arsenault, qui est coordonnateur des services d'intervention au Centre de prévention du suicide, qui va nous présenter les services offerts et la philosophie au Centre de prévention du suicide et démystifier aussi le suicide. Donc, vous l'avez vu, la conférence est enregistrée et l'enregistrement va aussi être déposé sur le spot pour être accessible là, à ceux qui pouvaient pas être présents ce midi. Et pour votre information, l'enregistrement va s'arrêter à la fin de la présentation, juste avant la période de questions, pour vraiment laisser tout le monde poser des questions puis aborder ce sujet-là là, sans crainte d'être enregistré. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole là, à M. Arsenault. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Malheureusement, je ne peux pas partager mon écran pour l'instant. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un accès juste pour que je puisse... On va regarder ça. J'ai fait un PowerPoint. Bonjour tout le monde. Je vais me présenter. Je suis Éric Arsenault, coordonnateur clinique au Centre de prévention du suicide. Je ne vous vois pas. Je trouve ça plate un peu qu'on ne puisse pas se voir, mais en même temps, on s'est peut-être déjà rencontrés pour parler de prévention du suicide. Donc, vu que je n'ai pas accès à mon PowerPoint, je vous dis un peu d'où je viens. Ça fait près de 25 ans que je suis en prévention du suicide et j'ai commencé ma carrière en 1999. Pour les plus vieux, on se souviendra que... Est-ce que j'ai accès? Non. On se souviendra Oui, que puis c'était... je viens d'autoriser à ouvrir vos caméras aussi. Là, c'est toujours plus le fun de voir des visages. Là, fait que je vous invite à ouvrir vos caméras, puis vous devriez avoir accès aussi à votre PowerPoint. On dirait que je ne suis pas capable de partager mon écran. Est-ce que je dois me déconnecter, reconnecter? Ah, désolé. Non, pas ça. Euh, J'aurais dû vous envoyer mon PowerPoint. Il n'y a pas une petite flèche partagée à côté de... Oui, mais elle est grise. C'est quand je mets mon curseur, j'ai le Ah, petit bouton noir, bouton rouge, interdiction. Vraiment désolée, je suis en train de voir Euh, pour le partage d'écran. Est-ce que je peux essayer de vous l'envoyer? Ah, Puis, certainement, ça peut être ça, là. bon, désolé, je suis un garçon, donc j'ai de la difficulté à faire deux choses en même temps. Touc, 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 touc. Ah. Parlez entre vous là, pendant qu'on... On s'excuse vraiment de cette problématique informatique pour laquelle on a peu de contrôle. J'ai pas pensé de vous l'envoyer. Dans le fond, je m'excuse là. ah non, il n'y a Aucun pas de problème. stress, là. On fait tout de notre mieux. OK, je vais tenter de vous l'envoyer. Ah, Claude. Peut-être plus à Anne-Sophie. Oh! Je suis pas dans mon bureau en plus. Ça amène un autre problème. Ah, on dirait, Anne-Sophie, j'ai pas ton courriel. Je Faut peux faire un l'avoir dans. petit- Et si je me déconnecte puis je me reconnecte, est-ce que le partage doit fonctionner? Ah ben, on peut essayer ça. Je reviens. Vraiment désolée tout le monde pour ce J'espère pépin. que,
J'espère que je ne vous empêche pas. Non, le petit partage, j'ai pas. Puis je n'arrive pas à vous partager ça. J'ai Non. pas deux écrans dans mon. Est-ce que ça se ferait de peut-être commencer votre présentation, puis on Oui, pourrait faire suivre dans un deuxième temps oui, votre, tu oui. sais, votre PowerPoint, on pourra l'annexer. On va déposer votre enregistrement de votre Puis présentation, dans le c'était. fond, sur notre page spot. Fait qu'on pourrait Oui. déposer ça là. Oui, oui, c'était bêtement des points de forme dans le fond, là, fait que je vais vous les lire puis discuter avec vous dans le fond. On s'était quand même dit que la période de questions serait à la fin. Donc, si jamais il y a vous avez des pop-up de questions, ben, peut-être je vous invite à l'écrire dans le clavardage, puis on pourra y revenir plus tard, là, parce que j'ai peut-être l'intention de peut-être prendre du temps avec vous dans les questions, mais je veux pas que les gens se censurent non plus dans les questions, compte tenu que c'est enregistré. Donc, je vous disais, je suis coordonnateur clinique au Centre de prévention du suicide. Ça fait près de 25 ans que je suis en prévention du suicide et j'ai commencé ma carrière en 1999. J'étais sur le comité de prévention du suicide de l'Université Laval comme étudiant en psychologie et j'ai eu un deuxième chapeau parce que je suis devenu intervenant au Centre de prévention du suicide et donc je représentais le Centre de prévention du suicide à l'époque. Notre principal cheval de bataille à l'époque, c'était qu'on trouvait inconcevable que l'école de psychologie n'avait pas de formation à proprement parler sur la prévention du suicide. Puis ça a pris quand même plusieurs années avant qu'il y ait un cours complet en prévention du suicide. Euh, donc, j'ai vu l'évolution des 25 dernières années en prévention du suicide. J'ai été formateur, j'ai été superviseur, j'ai été le dernier responsable des bénévoles au Centre de prévention du suicide de Québec. Puis, je suis également expert conseil là, dans la capitale nationale quand il s'agit de la prévention du suicide. Euh, à pouce levé, combien d'entre vous connaissez le Centre de prévention du suicide de Québec? Est-ce que les gens ont accès à leur pouce, leurs mains? Super. Qui est au courant qu'on est le premier centre de prévention du suicide au Canada? Pas beaucoup, hein? Effectivement, on est le premier centre de prévention du suicide. En 1976, Jean-Louis Capagna, jeune étudiant au doctorat en psychologie, a exporté le modèle de la Californie de centre de prévention du suicide et officiellement en 1978, on a vu le jour le 5 septembre 1978. Euh, C'était un modèle un petit peu plus du bon samaritain, hein. C'était des bénévoles qui étaient formés et qui intervenaient à la ligne d'intervention. Mais depuis une vingtaine d'années, c'est que des intervenants professionnels qui interviennent au centre de prévention du suicide. Bon, mon PowerPoint est vraiment petit sur papier, donc je m'excuse. Euh, 1978. 2003, première collaboration avec le CHU, le chat à l'époque, hein, le suivi milieu, hein, qui était un des 4 projets pilotes au Québec du suivi étroit, dans le fond. Maintenant que vous connaissez sous le nom de SILAR, le programme SILAR, dans le fond, quand une personne fait un séjour à l'hôpital suite à des idées suicidaires ou à une tentative de suicide, ben, il nous est référé au programme SILAR. Autant les urgences physiques que les urgences psychiatriques, hein. Je sais qu'il y a eu un remaniement dans les dernières années, d'où le fait qu'on s'est reparlé récemment pour mettre à jour nos collaborations. Euh, 2020, le début pour le Centre de prévention du suicide au clavardage chat texto, dans le fond, donc un nouveau service en 2020, le clavardage. Donc, le Centre de prévention du suicide a été pionnier dans plusieurs domaines en prévention du suicide, tant dans la capitale nationale qu'au Québec. Principalement, la ligne d'intervention. En fait, donc, je voulais qu'on parle de la philosophie de la prévention du suicide. Là, je devance mon PowerPoint parce qu'il est trop petit devant moi, mais euh, l'évolution des connaissances en prévention du suicide était laborieuse, hein. C'est difficile d'empiriquement étudier le suicide, d'avoir un groupe contrôle, on n'intervient pas, puis on voit ce qui se passe avec ces gens-là. Mais il y a eu un bond phénoménal dans les bonnes pratiques dans les 10, 15 dernières années
sur comment intervenir auprès des hommes, comment intervenir auprès des femmes et depuis quelques années, comment intervenir auprès des jeunes, 18 ans et moins, mais peut-être qu'on s'intéressera peut-être aux 14 ans et moins. Donc, on a développé une expertise pour l'intervention au téléphone. Je ne vous cacherai pas que M. Campagna a eu de la difficulté à faire passer ça à l'ordre des psychologues qui voyaient mal comment on pouvait intervenir via le téléphone. Et puis, 50 ans plus tard, on ne se pose même plus la question. Ça a été un peu la même pensée quand on a développé la stratégie numérique. J'ai fait partie du comité clinique, dans le fond, qui a transposé les pratiques au clavardage et ça a été un mot d'ordre pour nous de s'assurer que le clavardage ne serait pas le parent pauvre du téléphonique ou le parent pauvre du face-à-face, mais que ça devienne une intervention en soi, comme ce qui était proposé il y a 50 ans par rapport au téléphone. Les intervenants au centre de prévention du suicide, c'est des intervenants qui ont une formation de base en relation d'aide, la psycho, le travail social, les différentes belles techniques qu'on a dans la capitale nationale, délinquance, travail social et tout ça. Et par la suite, on va leur offrir une formation sur les bonnes pratiques en prévention du suicide. À ça, on va ajouter une formation sur les bonnes pratiques, mais au téléphone, une formation en face-à-face également. Et depuis 5 ans, on a une formation également qui permet de transposer les bonnes pratiques au clavardage à l'écrit, j'ai envie de dire. C'est pas tous les intervenants qui font tous les secteurs, j'ai envie de dire. Il y a des intervenants qui vont se concentrer sur le téléphonique. Il y a des intervenants qui vont préférer le clavardage. Et j'ai des intervenants qui vont faire les deux, pas à 50-50, mais presque à 50-50. On pourra y revenir quand je vais parler des services. Il y a quand même des différences notables dans nos services numériques versus nos services téléphoniques. Oui, je trouve vite, je m'excuse, hein, j'aurais préféré le voir défiler. J'ai oublié de dire la date 2025. Je vous en parle un petit peu, mais on est toujours en recherche de financement. On travaille un projet pilote pour le 4-18 ans, autant suicidaire que endeuillé par suicide. Donc, c'est un angle mort au Québec, la prévention du suicide chez les 18 ans et moins, mais c'est encore plus vrai le 14 ans et moins. Donc, on travaille en 2025 un projet pilote pour les jeunes. Donc, vous allez devoir me réinviter éventuellement, ou peut-être dans certains secteurs, on est dû pour se reparler. Là, je pense à la pédopsychiatrie, là, s'il y a des pédopsychiatres dans la salle, peut-être qu'il est temps qu'on refasse le pont ensemble. Donc, les services du Centre de prévention du suicide, dans un premier temps, c'est vraiment l'intervention téléphonique 24 heures sur 24. La porte d'entrée de nos services, une intervention téléphonique qui on est mandataire du 1-866 appel. Hein. Le 1-866 appel, c'est la ligne pan-québécoise. Il y a un mandataire par région administrative. Donc, nous, CPS de Québec, on est le mandataire de la capitale nationale, donc Charlevoix, Port-Neuf et Québec. Vous savez qu'il y a un centre de prévention du suicide dans Port-Neuf et un centre de prévention du suicide dans Charlevoix. On a des mécanismes, on travaille ensemble depuis longtemps. Donc, on a le même système informatique pour notre tenue de dossier, mais nos partenaires dans Charlevoix et dans Port-Neuf sont seulement en semaine de jour. Donc, c'est nous qui couvrons pour eux le soir et la fin de semaine. À qui s'adresse le téléphone? C'est principalement pour la personne suicidaire. Hein. On a mis sur pied le 1-866 appel pour permettre une aide 24 heures sur 24, 365 jours pour les gens qui sont suicidaires, mais aussi pour les proches qui s'inquiètent pour quelqu'un et également pour les endeuillés par suicide. Les endeuillés par suicide ont des fois de la difficulté à nous appeler parce qu'ils ont peur de prendre la place. Et ça fait peu d'années que le ministère de la Santé voit la postvention ou l'intervention auprès des endeuillés par suicide comme étant de la prévention du suicide. Donc, c'est peut-être un bon pas là, pour pouvoir aider les endeuillés par suicide.
Le CPS de Québec, qui n'est pas tant un volet du 1866 appel dans le mandat, mais offre également du support aux intervenants du réseau pour les aider à se faire une tête par rapport à la planification du suicide, pour nous référer des clients également. Donc, il y a un travail de collaboration qui se fait dans le réseau de la santé. Et également le programme SILAR, hein, la porte d'entrée du programme SILAR, c'est notre 24/7 pour les milieux référents. Puis j'ai envie de le rappeler, hein, le CHU est le principal milieu référent pour les urgences physiques et les urgences psychiatriques. Le centre de crise est également un milieu référent et moi, comme centre de prévention du suicide, je peux référer au programme SILAR. Plusieurs services téléphoniques, dont la relance téléphonique, quand un proche nous appelle qui a de la difficulté à poser les bonnes questions, on va lui proposer parfois de prendre le relais et d'appeler nous-mêmes la personne pour qui il s'inquiète. Je vais vite également. On est également mandataire pour un SASC. Hein, vous connaissez les SAS, hein, par rapport à la loi de la protection de la personne. Dans le fond, on est un organisme mandataire pour estimer la dangerosité et permettre aux policiers d'appliquer ou non la LPP. Pardon. Pardon, je vais fermer mon micro. Je ne sais pas s'il y a une infirmière dans la salle. Je pense que je fais des symptômes grippaux, là. Peut-être que je poserai mes questions tantôt. Je m'excuse. Donc, la ligne d'intervention 24 heures sur 24, l'équipe de la ligne d'intervention 24 heures sur 24 sont amenés également à se déplacer. Dans le cas d'un suicide, par exemple, on va offrir des services de postvention. Et quand on arrive dans la limite du téléphone, ben, ça se pourrait qu'on invite les gens à venir nous rencontrer en face à face. C'est vraiment il doit y avoir un rendez-vous dans le fond, mais on va pouvoir rencontrer des gens en journée jusqu'à 18 heures le soir, qu'on pourrait rencontrer des personnes en face à face. Le volet suicide.ca, hein, j'ai envie de vous dire que la ligne d'intervention téléphonique, c'est un service qui est 100% confidentiel, mais qui n'est pas anonyme. On a une tenue de dossier, c'est expliqué aux clients. Les clients font partie de notre équipe. Donc, on peut assurer un suivi. Puis, en intervention, en prévention du suicide, souvent, ça prend plusieurs contacts pour désamorcer la crise. Euh, pour ce qui est de suicide.ca, c'est un autre volet de service. Et il y a, en fait, la différence, c'est que c'est pas québécois, suicide.ca. Il y a 3 centres de prévention du suicide qui sont les mandataires de suicide.ca, le Centre de prévention du suicide de Montréal, le Centre de prévention du suicide de Sorel et le Centre de prévention du suicide de Québec. Donc, c'est pas comme le 866, si quelqu'un chatte avec suicide.ca puis qui est à Québec, qui va se retrouver à Québec. C'est vraiment les 3 centres de prévention du suicide qui vont répondre pour le Québec au complet. Et c'est un service qui est 100% anonyme. Il n'y a pas de tenue de dossier. Et c'est sous le modèle de la thérapie brève en une seule séance. Dans le fond, c'est ce qui fait qu'on peut moins assurer un suivi et une personne qui clavarderait avec nous pour annuler son rendez-vous au Centre de prévention du suicide de Québec, ben, les gens ne pourraient pas briser la confidentialité avec le Centre de prévention du suicide. Donc, c'est pour ça que si vous référez vos clients à suicide.ca, ben, c'est important de faire la différence entre le service du Centre de prévention du suicide téléphonique versus le clavardage chat texto. Là, je ne vous vois pas tous, mais j'imagine qu'il y a plein de questions. Euh, Puis je ne vois pas le clavardage. Pour ouvrir vers le clavardage. Suicide.ca, on n'est pas dans une ligne d'urgence. On ne peut pas répondre à 100% des interventions qui viennent sur le clavardage et les gens sont invités, s'ils se sentent en danger dans l'immédiat, soit d'appeler au 1866 appel ou d'appeler les services d'urgence. Donc, c'est pour ça un peu qu'on n'est pas dans le même créneau de service. Et en même temps, quand on partait le service, on imaginait très bien un homme couché à côté de sa conjointe, en train de clavarder avec nous, mais pas être obligé de parler.
parce que c'est difficile parfois pour les hommes de demander de l'aide. Donc, ça permettrait à quelqu'un qui n'est pas tout seul de pouvoir demander de l'aide sans que ça puisse paraître, ou quelqu'un qui est dans le métro, par exemple, puis qui pourrait échanger avec nous, ou qui est dans l'autobus. Donc, c'est un service qui est jeune en prévention du suicide, qui est toujours à l'étude. Encore une fois, on a fait le choix que ce soit un service en soi. Puis les intervenants, c'est des intervenants professionnels en prévention du suicide, mais qui ont eu une formation également pour le clavardage chat texto. Les services en présentiel, dans le fond, on a une équipe clinique qui va faire du suivi individuel auprès des personnes suicidaires, donc les gens qui seraient référés au programme SILAR, qui seraient dans un vide de service. On va les rencontrer, puis on va leur proposer un soutien. Notre modèle est vraiment la thérapie brève. Le modèle théorique qui fonctionne le mieux en prévention du suicide, puis je sais qu'il en existe plein d'autres, c'est vraiment l'approche orientée solution. Dans le fond, c'est vraiment le modèle qui est appliqué au centre de prévention du suicide. Donc, on va voir la personne qui vient nous rencontrer plus grande que ses problèmes et on va travailler avec ses forces également. Euh, également, ils vont faire du suivi individuel avec les personnes endeuillées par suicide. Et on offre également le groupe pour les personnes endeuillées. Il y a 2 groupes par année, un à l'automne, pardon, et un à l'hiver. C'est des groupes qu'on va dire, pas thérapeutiques, mais des groupes de support. Les intervenants sont là pour animer les sujets de conversation, mais c'est vraiment les gens autour de la table qui sont présents, qui vont s'accompagner. Je vous explique rapidement le modèle. C'est vraiment, on veut qu'il y ait des gens qui soient au début de leur deuil et des gens qui sont peut-être rendus plus loin dans leur cheminement de deuil pour permettre à ces gens-là de se voir dans les yeux de quelqu'un d'autre, dire oui, je me rappelle, j'étais comme ça au début et permettre à des gens qui sont au début de leur processus de pouvoir avoir de l'espoir que, ah oui, j'ai espoir que je peux atteindre cette réalité-là aussi en voyant des gens qui sont rendus à 1 an ou 2 ans de leur processus de deuil. Monsieur Je sais pas. Arsenault, 30 Oui, secondes, je me permets de vous arrêter. J'ai arrangé le problème technique. Vous êtes probablement capable oui, de projeter votre PowerPoint. C'est oui, je réglé. vois. Ah, super. Excusez-moi encore. Ben non, je me sentais perdu de toute façon. Excusez-moi, j'ai arrêté de vous parler. Vous voyez quelque chose, hein? Oui. Là, c'est moi qui vous vois Oui. plus, là. Ah, ok, je vous vois un petit peu, je m'excuse. J'essaie de lancer mon PowerPoint. Je suis pas avec mon ordinateur, donc je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que... Mais pourquoi? Continuez de parler entre vous, là. Ah! Puis, comment ça va, vous autres? Le remaniement ministériel, hein, ça se passe bien? J'imagine que oui, hein, Ça va c'est bien. stressant. Ah. Merci de votre présentation. On vous écoute avec attention. C'est généreux. Ah, mais pourquoi je suis pas capable de partir? Ça Chargement, indique chargement. chargement. OK, ça se charge. On va y arriver. On va y arriver. J'étais en entrevue à Boulevard juste avant de venir vous rencontrer. J'étais dans le trafic, je m'en venais, puis je me disais, ah, vite, 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 faut que je me dépêche, mais. Ah, bien, c'est bon, j'étais rendu, puis j'ai oublié cet acétate-là. Cet acétate, hein, ça parle de mon âge un peu, hein. J'ai oublié de faire l'avertissement. Comme on allait parler de suicide, j'ai envie de vous dire, des fois, ça peut brasser des choses parce qu'on est humain avant tout, avant d'être qui on est comme professionnel. Donc, ça peut susciter des émotions fortes. Donc, j'invite toujours les gens à la compassion envers soi-même. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin. C'était pas une formation aujourd'hui non plus, c'est important parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, puis en même temps, on a été entrecoupé de problèmes techniques. Donc, puis j'allais dire, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, ben, peut-être qu'une concertation avec un collègue pourrait amener autre chose, hein. Puis le jugement clinique que vous avez face à votre client, le jugement clinique que nous, on pourrait avoir, il y a des pistes
de solutions qui pourraient être différentes. Donc, je pense rapidement connaître son CPS, les dates importantes, j'en ai oublié quelques-unes. Suivi milieu, fin des bénévoles 2006, donc ça va. Le téléphonique, ça, on l'a vu un peu. Porte d'entrée, Sillard. Suicide.ca. Hein, j'avais vraiment envie de vous dire ces deux choses très, très différentes. Et Suicide.ca vient pas jouer sur les appels qu'on reçoit dans les centres de prévention du suicide au Québec. On pense qu'on vise une clientèle très, très différente, une clientèle qui ne veut pas nous appeler, qui ne veut pas aller au CLSC, qui ne veut pas venir nous rencontrer. Je ne dis pas qu'on n'a pas une clientèle qui n'utilise pas plein de services, mais c'est aussi pour des gens qui ont de la difficulté à demander de l'aide. Quand on a lancé le service, il y a 5 ans, plusieurs des premiers clients qu'on a eus, c'était des intervenants du réseau qui nous disaient clairement, je ne veux pas appeler mon centre de prévention du suicide parce que je travaille à tous les jours avec eux. Puis on a eu également un homme qui reste en Gaspésie, qui est en fauteuil roulant, qui avait vu passer ça, en fait, une aide accessible, donc il nous a testé au début. Parce que lui, c'est difficile pour lui de parler au téléphone. Donc, je pense qu'on vise une clientèle très, très différente. Et encore une fois, les intervenants sont freinés. Il y a des pratiques qui amènent à parler avec les parents d'un jeune, par exemple. Il y a des pratiques qui amènent à dire, voulez-vous, on va se parler au téléphone. Mais on va accepter que les gens qui communiquent par chat, par clavardage, qui ne veulent pas nous appeler. Donc, comprenez-vous un peu, là, c'est pas vous nous appelez, on vous envoie voir un professionnel. On vise vraiment de faire vivre à nos jeunes, à nos adultes, une expérience positive de demande d'aide. Oui, on a des ententes avec tous les centres de prévention du suicide, tous les centres de crise du Québec pour pouvoir référer, mais en même temps, ce n'est pas le but premier. Donc, d'accepter que les gens veulent avoir de l'aide seulement par le clavardage. Puis, encore une fois, c'est indépendant des autres services du centre parce qu'il y a une double confidentialité pour un intervenant qui serait dans les deux services. Service en présentiel, hein, j'ai dit, il peut y avoir des rencontres de crise ponctuelles. Le programme SILAR, suivi à court terme pour les endeuillés. Je ne sais pas quel modèle que vous utilisez pour le processus de deuil. Nous, il y a quelques années, on a un peu tué le processus de deuil connu, Bowlby, ou peu importe. C'est un peu galvaudé, hein. Il y a des chercheurs récemment qui ont ressorti que ça a été un peu mal cité au fil du temps. On a mal exporté ces processus-là. Et comme professionnel de deuil complexe, dans le fond, on réalisait bien que ce parcours-là du processus qui est enseigné dans nos écoles faisait pas de sens pour une personne qui était endeuillée par suicide, hein. En 99, un deuil qui dépassait 2 ans, c'était un deuil pathologique. Et moi, quand j'étais avec des clients, je faisais comme, je vois aucune pathologie là-dedans, puis je comprends très bien que c'est difficile pour vous 2 ans plus tard. Ça a changé là, au fil du temps. On ne parle plus de deuil pathologique pour des deuils traumatiques, mais on a plus un modèle de deuil. Merde, là, je cherche mes mots, puis j'ai oublié de le mettre dans mon PowerPoint. Euh, le deuil résilient. Donc, on n'est pas dans un parcours qui est linéaire, mais le deuil résilient, donc les forces de la personne, puis aider les gens à ne pas tomber dans la traumatologie. Oh mon Dieu, c'est catastrophique ce que vous vivez. C'est comment vous faites pour vous en sortir, puis comment on pourrait le faire plus pour vous aider à vous en sortir. Le groupe de soutien, c'est un peu basé là-dessus, les forces personnelles, et entre eux, ils vont s'alimenter comme ça aussi pour ressortir les forces. Et on parle des émotions difficiles aussi, là. On n'est pas hop la vie non plus, mais on va parler des émotions positives également. Service de postvention, hein, ça fait des années, nous, qu'on vend le service de postvention comme étant de la prévention. Les gens qui sont endeuillés par le suicide d'un proche sont plus vulnérables au suicide. Le fait que quelqu'un se suicide donne le droit de se suicider. Donc, il faut, comme organisme, dans le fond, défaire un peu cet héritage-là malheureux du suicide au Québec.
Je m'égare un peu, là, je m'excuse, je suis comme essoufflé, puis je vois plus le temps. Il y a quelqu'un qui gère le temps. Oh, je parle trop vite. C'est correct, on est correct, on est correct. Service de formation, dans le fond, le secteur de la formation va offrir des services, la fameuse formation Susciter l'espoir, hein, que vous connaissez assurément, la JetPass, la grille d'estimation de la dangerosité pour les 14 ans et plus. On a accompagné le groupe d'ICIUS pour la formation, dans le fond, les 13 ans et moins. Euh, la, L'équipe clinique, dans le fond, qui a travaillé à la stratégie numérique en 2018-2019, on a créé une grille qui estime la dangerosité auprès des 13 ans et moins. Je ne vous la présente pas aujourd'hui, mais au même moment, avec une équipe, dans le fond, de Sherbrooke, Estrie, euh, on s'est réunis à quelques reprises, dans le fond, pour comparer nos idées. C'est pas toujours vrai que la planification pour un jeune de 12 ans est aidante pour dire s'il est plus en danger ou pas. Donc, il y a d'autres facteurs pour les 13 ans et moins. Donc, c'est pour ça qu'il y a un enjeu 14 ans et plus, 13 ans et moins. Il y a d'autres facteurs qui nous permettent de dire qu'un jeune est plus en danger ou moins en danger. Puis, c'est peut-être pas tant la fréquence des idées suicidaires, mais peut-être plus la notion de mort qui est importante à investiguer auprès d'eux. Et il y a un enjeu, je crois, puis là, je parle à des professionnels, hein, puis vous le vivez. Je pense qu'il y a un enjeu de banalisation des idées suicidaires, des fois chez les 14 ans et moins, autant chez les proches, les parents, que des intervenants. Donc, il y a un travail à faire justement pour nous bien accueillir les idées suicidaires chez les jeunes. Euh, Agir en sentinelle, je pense que vous connaissez. Je suis plus sûr qu'il y a un réseau sentinelle chez vous au CHU, mais les sentinelles, c'est exactement comme la RCR. Bon, là, vous êtes bien placé pour avoir des machines pour les sentinelles, c'est vraiment des gens RCR qui sont identifiés. Je suis sentinelle, j'ai un bottin de ressources. Je suis capable de poser les bonnes questions. Si vous vivez des difficultés, je vais vous poser la question par rapport au suicide et je vais faire le pont avec le Centre de prévention du suicide ou avec les ressources, le programme d'aide aux employés, etc., etc. Relayeur en prévention du suicide, c'est vraiment une formation qui va ressembler aux sentinelles, sauf que c'est une formation pour des gens qui, de par leur fonction, ont des confidences par rapport aux idées suicidaires d'un client qui nous appellerait. Je donne l'exemple de la CNESST, l'agent qui appelle quelqu'un pour dire on retient ou pas votre dossier. Ben, souvent, il pourrait recevoir des confidences. Ben, c'est ça, personne ne veut m'aider, je vais me suicider d'abord. Donc, on donne des outils à la personne pour poser les bonnes questions et de passer le relais soit à un intervenant dans leur structure qui peut estimer la dangerosité et désamorcer la crise, ou de faire le pont avec son centre de prévention du suicide. Puis, vous le voyez un peu, hein, je suis mal placé pour intervenir parce que je suis l'intervenant qui dit, vous n'aurez pas accès à nos services. Donc, de dire le centre de prévention du suicide qui est neutre dans tout ça, ben, va pouvoir accompagner la personne dans sa crise suicidaire. Plein d'autres volets aussi, des ateliers de sensibilisation pour différents organismes. On va s'adapter aux différentes clientèles, la toxicomanie, l'itinérance, la demande d'aide des hommes, par exemple. Donc, on va faire des formations maison. Puis les différents kiosques, un peu comme je fais aujourd'hui avec vous, démystifier l'aide offerte par le Centre de prévention du suicide, puis réapprendre à se connaître là, dans nos services. Je suis allé trop vite, hein? Je m'excuse. Je vous ai bousculé, je ne sais pas où je suis rendu. Oui, j'avais envie de voir un peu la place qu'un centre de prévention du suicide pouvait avoir pour une grande organisation comme la vôtre, le CHU. Je pense que 100% de vos clients devraient connaître les services du centre de prévention du suicide. Même si vous avez quelqu'un qui a un cancer qui se fait poser la question, je pense au suicide. Non, je pense pas au suicide, mais il y a plein d'autres choses qui le rendent vulnérable au suicide quand même. Euh, je pense que les gens devraient connaître nos services. Puis des fois, les premiers intervenants, c'est pas à eux que je vais confier mes idées suicidaires. Donc, je pense que c'est important de laisser traîner notre numéro de téléphone dans vos différents services. Je pense que les intervenants
des différents services. Je pense qu'ils se parlent déjà. Je pense que c'est pas rare qu'on va se concerter, mais l'estimation de la dangerosité, discuter, valider nos perceptions par rapport à un client commun, être accompagné pour faire partie d'un filet de sécurité, dans le fond, quand un client sort de votre structure, hein. C'est ça le programme SILAR, dans le fond, hein. En 2003, c'était les études qui nous disaient qu'une personne qui fait une tentative de suicide est susceptible de mourir dans les 3 à 6 mois par suicide suivant une sortie d'hôpital. Je ne vous cacherai pas que j'ai un agenda caché parce que je trouve que vous êtes une structure importante en prévention de suicide parce que la plupart des gens qui sont décédés par suicide avaient consulté un professionnel de la santé dans les semaines, les mois précédant une tentative de suicide. Euh, je faisais la blague tantôt, est-ce qu'il y a une infirmière dans la salle? Moi, ma fille est née il y a 20 ans chez vous, centre mère-enfant, puis elle a eu des problèmes, puis je ne rentre pas dans les détails, mais j'ai eu à aller souvent à l'hôpital avec elle, puis bizarrement, on faisait toujours prendre la température, toujours prendre la pression, puis moi et Charlie, on s'est posé souvent la question, mais pourquoi? Puis on se faisait dire par les infirmières, ben c'est important qu'on prenne ça, c'est comme notre niveau de base, puis certains symptômes avec de la fièvre, pas de fièvre, pourraient vouloir dire bien des choses. Ben, nous, en prévention du suicide, c'est de poser la question par rapport au suicide. Donc, que vos équipes puissent poser la question par rapport au suicide. Puis j'ai eu la chance de rencontrer des jeunes médecins ou futurs médecins. Euh, puis je leur disais, est-ce que vous allez poser la question au suicide, par rapport au suicide, si c'est un jeune homme qui vient vous voir parce qu'il s'est foulé la cheville en jouant au basket? Non, j'ai aucun indice de poser la question du suicide, il s'est blessé en jouant au basket. Et là, je reformulais tout ça. Premièrement, retenons ça, là, puis je sais pas, j'ai vu quelques hommes dans la salle tantôt, là, fait que j'assume ce que je vais dire, messieurs. C'est pas normal qu'un homme aille chercher de l'aide. Donc, c'est pas normal qu'un homme aille consulter parce qu'il s'est fait une petite fracture au genou. Et vous le savez, dans la littérature, souvent, les hommes vont agir la dépression. Donc, ils vont faire du sport de façon plus rough. Ils vont jouer au hockey de façon plus agressive. Les blessures, alors, je pense à nos militaires, par exemple, qui vont se blesser plus souvent dans le sport parce qu'ils vivent des choses. Donc, pour moi, un homme qui consulte un professionnel devrait se faire poser, mérite de se faire poser la question, est-ce que vos difficultés actuelles vous amènent à penser au suicide? Et ce qui est intéressant, si la personne nous répond non, ben, on a d'autres critères qui nous permettent de voir si la personne est en danger ou pas. Donc, c'est pour ça que je trouve ça important que votre grande organisation puisse avoir un accès privilégié avec son centre de prévention du suicide. Pfiou, je m'égare encore, là, je m'excuse. Je- je suis rendu à la période de questions. On est-tu correct dans le temps? J'ai juste allé trop vite, hein? Je C'est m'excuse. bien correct, il n'y a pas y a pas de souci. Puis, si vous avez le goût de parler un petit peu, justement, là, d'aller un petit peu plus loin, vous avez encore un bon 5 à 10 minutes là, qu'on pourrait prendre comme vous voulez. Oui, ben en fait, je pense que je suis essoufflé, je suis un peu, j'ai été décousu, je suis vraiment désolé. Euh, euh, j'avais pas envie de vous parler de la grille d'estimation de la dangerosité parce que je pense que vous la connaissez, je pense que vous utilisez plein d'outils. En même temps, j'avais envie de vous dire que nous, on le voit pas comme une grille, poser des questions. La philosophie du Centre de prévention du suicide, c'est vraiment d'intervenir sur les réponses. Euh, on est, on a quand même, au fil des années, évolué dans l'aide auprès des hommes. J'ai eu la chance, moi, dans ma longue carrière en prévention du suicide, de rencontrer plusieurs personnes dans le monde. Puis là, j'ose pas parler de la Russie. La Russie était venue nous rencontrer à une époque où ils n'étaient pas en guerre, là, je vous rassure tout de suite. Mais ils se sont promenés, eux, partout dans le monde pour essayer de voir comment ils pouvaient faire de la prévention du suicide dans leur grand territoire. Puis partout où ils allaient, ce qu'ils recevaient comme message, c'est aller à Québec, aller rencontrer le Centre de prévention du suicide de Québec. Puis quand on se compare avec le reste du Canada, j'ai envie de dire, puis quand on se compare avec le reste du monde, on a une intervention très, très proactive en prévention du suicide.
Mais une intervention humaine en prévention du suicide, hein. Il y a une quinzaine d'années, on a créé la relance téléphonique, ce qui nous a permis d'augmenter de 60% notre occupation d'hommes qui demandaient de l'aide. Parce que le discours des hommes, c'est je n'appellerai jamais le centre de prévention du suicide. Mais quand le proche lui disait, ben, si c'était eux qui t'appelaient, est-ce que tu acceptes de leur parler? Ben, souvent, la réponse qu'on avait, c'est ben, s'ils m'appellent, oui, pas de problème, je vais leur parler. Hein, ça nous parle quand même d'une motivation à recevoir de l'aide. Donc, ça nous permet justement de rejoindre des clientèles plus difficiles, mais qui ont besoin d'aide quand même. Donc, on a développé une façon de faire qui est innovatrice. Les centres de prévention du suicide au Québec qui n'ont pas notre âge commencent à voir les bienfaits de la relance téléphonique, mais ce n'est pas tous les centres de prévention du suicide qui font les relances téléphoniques. Donc, c'est quand même une science qui est jeune, la prévention du suicide. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on peut être un bon allié pour vous, mais aussi pour vos clients. Quand on s'était parlé la dernière fois, vous me parliez un peu de la philosophie du Centre de prévention du suicide. J'aimerais que vous puissiez nous en donner un petit aperçu, là, tu sais, le discours en nous plutôt qu'en je. J'aimais beaucoup là, cette approche-là. Ça serait peut-être bien que vous puissiez nous en glisser un mot, s'il vous plaît. Oui, ben on a une philosophie, hein, la technique du non-expert, hein, vous connaissez sûrement là, la position base et tout ça. Pour nous, le client qui nous appelle, le client qui nous rencontre, c'est le spécialiste de sa situation. L'approche orientée solution, si vous connaissez, hein, vous savez que c'est une posture comme intervenant. Donc, souvent, on va travailler avec la personne, puis c'est elle qui va nous dire par notre douce insistance, mais nous dire ce qu'elle a de besoin. Dans le fond, on va écouter la personne sur sa partie qui veut mourir. Puis c'est fou quand on s'intéresse à la partie qui veut mourir, à quel point la partie qui veut vivre va s'exprimer aussi. Donc, c'est vraiment cette notion-là de permettre à la personne de mieux s'exprimer, de l'avoir, nous, de l'avoir plus grande que ses problèmes. Euh, J'avais pas eu le temps de préparer. Dans le fond, nous, on va vraiment le voir sur un continuum de passé, présent, futur. Une personne suicidaire, elle remet pas en question son passé, hein. Elle va nous dire, tu le sais bien, Eric, je suis un junkie, je m'en sortirai jamais, je vaux pas la peine, j'ai vécu plein de pertes dans ma vie. Et je suis qui, moi, ou on est qui, nous, Centre de prévention du suicide, pour dire non, non, vous êtes pas un junkie, vous êtes capable de vous en sortir. Mais en même temps, dans ce passé-là d'adversité, il y a eu des moments d'exception. Donc, avec eux, on va explorer ces moments d'exception-là, puis on va faire grandir justement les forces du passé. En prévention du suicide, le présent est important, mais ce qui est remis en question par la personne, c'est pas le présent, c'est pas le passé, c'est le futur. Puis souvent, en prévention du suicide, on va parler d'espoir, hein, vous le savez, hein, c'est le titre de la formation, Susciter l'espoir. Mais on va souvent dire que l'adresse postale de l'espoir, c'est dans le futur. Donc, qu'est-ce qui vaut encore la peine? C'est quoi le futur qui vaut la peine? Dans, dans la personne qui me dit, je suis écœuré, je me chicane toujours avec mon père. Nous, on va entendre le futur souhaité. J'aimerais améliorer la relation avec mon père. J'aimerais que ça change. Donc, encore une fois, avec notre douce insistance, et là, j'ai envie de dire, à l'écrit, ça va être encore plus important d'avoir ce double discours-là, de voir un peu c'est quoi le futur souhaité dans cette souffrance-là, hein. Puis c'est ça un peu l'approche orientée solution sur le futur qui est plus existant, mais il existe un futur. Donc, comment on aide la personne à voir ce futur-là qui est toujours important. Puis des fois, ça peut paraître difficile, mais on a quand même plein de moyens, j'ai envie de dire. Euh, puis là, je cherche quelque chose là, mais je m'excuse, hein, je suis vraiment un gars. Je suis vraiment un gars, je suis pas capable de faire deux choses. Je m'excuse. Je vais repartager mon écran. Est-ce que vous connaissez Madame Kim Foué? Non, hein?
Probablement que je prononce mal son nom. Est-ce que vous connaissez cette photo-là? Là, je ne vous vois pas, malheureusement. Est-ce que c'est une photo qui vous dit? Oui. Pour les plus vieux, hein, je pense que ça peut vous parler. Kim Phuê, c'est la jeune fille qu'on voit au centre. C'est pendant la guerre du Vietnam. Malheureusement, les Alliés ont lancé une bombe au napalm. On n'en parle plus trop, là, mais c'est un gaz, un gaz inflammable. En tout cas, c'est quelque chose qui brûle beaucoup. Et malheureusement, c'est tombé sur un orphelinat et Mme Kim Phuê, ses vêtements ont littéralement brûlé sur elle. On est dans le présent, c'est la souffrance pure. Euh, ce que les gens ne savent pas ou ce qu'on n'a pas vu dans les médias, c'est... quoique récemment, on a vu que peut-être la personne qui a gagné le prix Pulitzer pour cette photo-là n'était pas la bonne personne. C'est peut-être un Nord-Vietnamien qui a pris la photo et non un Américain, mais c'est un autre débat. Ce que Quinn Phuê, elle a été capable de nous dire, c'était souffrant. Encore aujourd'hui, je pense qu'elle souffre encore de cette souffrance-là. Euh, Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'au même moment de la prise de photo, le photographe est venu s'occuper d'elle. Ce que les gens ne savent pas non plus, c'est grâce au fait que cette photo-là a fait le tour du monde, elle a eu accès aux meilleurs médecins au monde. C'est encore très, très souffrant pour elle, mais elle est capable de voir avec le recul, avec une douce insistance, de dire, oh, il y a eu des choses difficiles dans l'adversité. Et là, je ne suis pas sûr que j'ai la photo. Non, je ne l'ai pas. Madame Fouet, elle habite au Canada maintenant. Euh, elle est représentante d'une fondation pour les victimes collatérales de la guerre, les enfants. Et elle a continué à vivre malgré ça. Et malgré ça, elle était capable de voir du positif, dans le fond, dans cette catastrophe-là. Donc, c'est un peu la philosophie du Centre de prévention du suicide. Pour nous, une personne qui vit de la souffrance, elle est capable de s'en sortir. Elle a juste besoin qu'on la guide un peu. Mais règle générale, elle est capable de s'en sortir. Et c'est un peu la philosophie derrière la thérapie brève en une séance. Vous irez lire là-dessus si vous ne connaissez pas. Euh, Ça permet de voir l'intervention différemment et ça permet aussi de mettre l'individu au centre de sa guérison, là, dans le fond, de rebondir, là, la résilience chez la personne. Je m'égare encore une fois. Mais c'est parfait, c'est vraiment un beau, bel ajout que vous êtes venu faire là, à votre présentation. Est-ce qu'on passe à la période de questions? Oui. Alors, merci beaucoup, M. Arsenault, pour cette présentation enrichissante. En cette journée mondiale de prévention du suicide, le thème est à propos. Alors maintenant, on va passer à la période de questions. L'enregistrement de la présentation se termine ici.